salue tout le monde qui est arrivé dans la salle. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour cette séance du webinaire Jeux Olympiques et Villes Globales, Olympic Games and Global Cities. Aujourd'hui, notre séance est en français. C'est la 7e session de notre webinaire annuel et la dernière pour cette année. Nous reprendrons en septembre l'an prochain. Je remercie aujourd'hui Éric Mottet et Éric Boulanger d'être présents depuis l'Université du Québec à Montréal pour une présentation qui est pas directement liée aux Jeux Olympiques, mais par contre qui est directement liée aux villes globales et à la question de la place et la hiérarchie de la classification des villes japonaises dans le secteur Indo-Pacifique. C'est un élément qui nous intéresse au premier plan puisque Tokyo accueillera peut-être dans 5 semaines les Jeux Olympiques et si le maintien des Jeux Olympiques à Tokyo est pour l'instant si disputé, il est certain que c'est notamment lié à la compétition interurbaine des villes asiatiques et on pense bien évidemment à l'accueil l'an prochain par Pékin des Jeux Olympiques d'hiver en 2022 et le gouvernement japonais essaye depuis quelques semaines de faire comprendre que les premiers Jeux post-Covid seront les Jeux de Tokyo. Donc on est bien au plein cœur de notre sujet sur les villes globales et les Jeux Olympiques à travers donc l'angle qui va être développé par Éric Mottet et Éric Boulanger. Donc je vais leur donner la parole. Je vous propose pour ceux qui sont en train d'assister au webinaire et qui ont des questions de les poser dans le chat et je les poserai en fin de présentation aux deux présentateurs. Je vous remercie encore d'avoir accepté et je vous souhaite une bonne présentation. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci à toute l'équipe de la Fondation France-Japon pour cette invitation. Particulièrement donc Alexandre Faure, bien sûr, qui a fait cette courte introduction, puisque c'est lui qui organise l'ensemble de cette série. Sébastien Le Chevalier, qu'on n'a pas vu depuis un petit moment avec Eric. On espère qu'on pourra très prochainement retourner faire un tour du côté de Paris et le voir de nouveau. Je remercie bien sûr Jody Cazot, avec qui nous avons échangé il y a quelques mois. Et je remercie également Fabien Michel, qui a la lourde tâche de faire en sorte que tout soit prêt techniquement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'initialement, effectivement, cette conférence devait être centrée sur les JO. C'est ce qui avait été convenu il y a maintenant, en 2019 ou début 2020. Malheureusement, les incertitudes ont fait en sorte que le contenu de la communication que nous allons présenter aujourd'hui a évolué. Et c'est vrai qu'Alexandre Faure nous a demandé donc de modifier un peu ce que nous devions présenter. Et c'est vrai que parler de la classification, de la hiérarchie et de la place des villes japonaises dans les structures urbaines d'Asie-Pacifique ou d'Indo-Pacifique, on y reviendra d'ici quelques instants, nous a intéressés puisque vous êtes pour la plupart, je pense, des gens qui connaissent bien le Japon. Vous savez qu'il y a une forme de déclinisme japonais très présent, notamment dans ce que sera la place du Japon à l'avenir et il y a beaucoup de pessimisme, un pessimisme d'ailleurs qui peut ressembler à bien des égards au pessimisme qu'on peut retrouver en France. Et ça nous semblait intéressant avec mon collègue Éric Boulanger d'affirmer finalement ce déclinisme japonais ou du moins d'apporter des nuances. Donc voilà en préambule. On va commencer, je vais vous présenter donc le plan. Alors voici, attendez, j'essaye de voir, voilà. Alors, voici le plan de ce qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, il y aura une introduction qui permettra un peu de préciser les idées. Hein. On va... pourquoi Asie-Pacifique et pourquoi du moins nous avons choisi de choisir Indo-Pacifique dans le titre de la présentation plutôt qu'Asie-Pacifique. On reviendra très rapidement sur ce qu'est une ville globale et une ville mondiale. Je pense que vous le savez, mais il valait mieux peut-être prendre le temps de préciser un peu les choses. Ville, agglomération ou métropole, ce sont des notions qui sont très importantes puisque vous savez qu'il n'existe pas vraiment de définition qui fait l'unanimité quand il s'agit de comparer les villes à travers le monde. On regardera rapidement où se situent les villes japonaises dans ce réseau de villes en Indo-Pacifique. Et ensuite, on attaquera les deux gros morceaux de cette présentation, donc le processus de métropolisation au Japon, qui sera présenté donc par Éric Boulanger, mon collègue,
qui fera une perspective, une remise en perspective historique qui amènera un petit peu de profondeur à l'analyse, puisque aujourd'hui les points forts et les points faibles des villes japonaises, notamment dans les classifications internationales, découlent directement, bien sûr, de ce processus d'urbanisation, de métropolisation au Japon. Et on basculera dans la deuxième grande partie de cette présentation aujourd'hui, qui est la hiérarchie et la classification. Donc nous présenterons donc un certain nombre de classifications. Et on regardera où se situent donc les villes japonaises. Et on terminera en se posant cette question, est-ce que les villes japonaises sont encore compétitives ou le seront à l'avenir dans, encore une fois, cette hiérarchie des villes japonaises. Alors, Asie-Pacifique ou Indo-Pacifique? On s'est posé la question de savoir d'utiliser Asie-Pacifique ou Indo-Pacifique. Et comme par ailleurs, avec Eric, nous travaillons sur l'Indo-Pacifique et avons déjà commencé à écrire sur l'Indo-Pacifique, comme d'ailleurs bien des gens en France, puisque la France s'intéresse beaucoup à cette notion, nous avons décidé de choisir l'Indo-Pacifique, puisque aujourd'hui c'est un concept qui, certes, n'est pas nouveau, hein, puisque on parlait déjà d'Indo-Pacifique au XIXe siècle, mais comme c'est un concept qui s'est complètement qui est maintenant extrêmement présent quand on parle de géopolitique, de relations internationales, de diplomatie, on a préféré utiliser Indo-Pacifique. Et c'était intéressant aussi d'utiliser Indo-Pacifique puisque on s'adresse à des gens qui sont membres ou qui s'intéressent à la Fondation France-Japon, et quand on sait que l'Indo-Pacifique ou le Conseil Indo-Pacifique est né au Japon, ça nous semblait tout à fait naturel d'utiliser Indo-Pacifique dans notre présentation. Alors pour ceux et celles qui connaissent très mal l'Indo-Pacifique, hein, je vous rappelle que l'Asie-Pacifique est considérée par un certain nombre de spécialistes universitaires, mais aussi par une partie des gouvernements de la région comme un concept. L'Asie-Pacifique étant jugée comme un concept un petit peu passé, finalement, et beaucoup trop restrictif, hein, pour des raisons qui sont indiquées ici. Hein. On constate qu'il y a une interdépendance considérable et de plus en plus accrue entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Et donc, on a jugé que quand il fallait parler d'Asie-Pacifique, il fallait maintenant inclure l'océan Indien. Et on utilise l'Indo-Pacifique aussi puisqu'on constate qu'il y a un recentrage des représentations régionales autour des espaces maritimes, puisque aujourd'hui, les grands acteurs de cette Indo-Pacifique sont la Chine, l'Inde, demain, sans aucun doute, la présence américaine et aussi une multitude d'acteurs externes. J'ai parlé de la France rapidement, mais vous savez sans doute qu'en Europe, les 3-4 pays qui s'intéressent énormément à l'Indo-Pacifique sont la France, bien sûr, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Portugal, qui sont vraiment les pays qui réfléchissent et qui pensent la politique de l'Union européenne en termes d'Indo-Pacifique. Et pour terminer, encore une fois, ça nous semblait naturel de parler d'Indo-Pacifique et non pas d'Asie-Pacifique, puisqu'aujourd'hui on constate que l'Indo-Pacifique est une seule et vaste entité géopolitique, et je dirais même géographique d'une certaine façon, et l'on constate qu'aujourd'hui l'Indo-Pacifique est la nouvelle carte mentale des gouvernements de la région, qu'ils soient japonais, australiens, américains, indiens ou de l'Union européenne. Voici par exemple la carte qui apparaît donc dans le livre blanc de la sécurité japonaise, donc la carte qui apparaît donc en 2021, qui vous montre quelle est la représentation de l'Indo-Pacifique pour le gouvernement japonais. Donc on constate ici, si vous ne le savez pas, que le Japon d'ailleurs a la vision la plus large sur le plan géographique de l'Indo-Pacifique, hein, puisqu'on voit qu'elle elle prend l'ancienne Asie-Pacifique et elle va y inclure la totalité des pays et des régions environnant l'océan Indien. Et donc ça c'est très intéressant, mais on voit aussi qu'elle ratisse encore plus large d'une certaine façon, puisque l'Indo-Pacifique vu du Japon est aussi un concept qui englobe l'Asie centrale, et ça c'est assez nouveau. C'est d'ailleurs peut-être un des rares pays qui s'intéresse à l'Indo-Pacifique, et du moins qui essaie de la définir, qui intègre l'Asie centrale. Alors aujourd'hui, lors de cette conférence, on ne va pas présenter dans des classements des villes qui se situent en Afrique ou en Amérique. On va quand même recentrer le débat sur l'ancienne Asie-Pacifique, en y incluant bien évidemment l'Inde. Mais sachez que l'Indo-Pacifique, vu du Japon, si vous ne le saviez pas, est une vision très large sur le plan géopolitique et sur le plan géographique.
Ensuite, qu'est-ce qu'une ville globale et qu'est-ce qu'une ville mondiale? Encore une fois, vous n'allez pas apprendre grand-chose avec cette diapositive pour la plupart d'entre vous, mais il nous semblait nécessaire malgré tout de préciser un peu les choses pour savoir de quoi on parle. Alors, l'expression ville mondiale, hein, vous savez qu'elle est née d'auteurs, notamment américains, qui étaient essentiellement des sociologues et des économistes pour la plupart, et que ce concept de ville globale, de ville mondiale, est apparu au début des années 90, et il faisait référence au départ aux villes qui concentraient donc des entreprises, qui concentraient finalement l'économie mondiale. Et au regard de ces auteurs du début des années 90, il n'y avait finalement que 3 villes globales: Tokyo, Londres, New York. Sauf qu'aujourd'hui, on voit que cette classification donc a largement évolué, et plutôt que des villes qui sont au cœur de l'économie mondiale, aujourd'hui, une ville mondiale est une ville qui montre un degré d'insertion dans la mondialisation assez élevé, à travers son poids démographique, à travers des fonctions de commandement, à travers des fonctions de commandement de pôles régionaux ou sous-régionaux. Et donc, on voit finalement que cette définition de la ville globale mondiale a beaucoup évolué en 30 ans, puisqu'aujourd'hui, une ville mondiale est une zone urbaine intégrée au réseau économique mondial. Et ça, c'est très important. Vous allez le comprendre dans les classifications, puisque si la définition, bien évidemment, avait peu changé, si on était resté sur la définition du début des années 90, vous doutez bien qu'il n'y aurait que Tokyo comme ville japonaise dans les différents classements de villes internationales. Alors là, on voit bien que cette évolution des définitions fait en sorte aujourd'hui que d'autres villes que Tokyo au Japon apparaissent dans les différents classements. Tout ça est lié bien sûr à l'évolution des critères. Autre précision, vous savez sans doute, si vous vous intéressez aux villes, si vous travaillez sur la comparaison des villes à travers le monde, que c'est un peu compliqué, puisqu'en fait, la limitation géographique d'une ville est un sujet à débat. Et comme toutes ces classifications internationales s'appuient sur des statistiques nationales, en fait, en réalité, il est difficile de savoir si la statistique nationale s'appuie sur les limites de la ville, si elle s'appuie sur les limites de l'agglomération, ou si elle se limite sur l'aire métropolitaine. Alors, je vous rappelle qu'une ville, c'est uniquement donc les frontières administratives d'une ville qui définissent une ville. Une agglomération, c'est un peu plus étendu généralement, c'est ce que montre d'ailleurs très bien ce schéma, puisqu'une agglomération, c'est l'étendue de la zone urbaine contigue ou la zone bâtie. C'est ce qui délimite les frontières d'une agglomération. Alors qu'une métropole, c'est encore un autre type de définition, puisque c'est vraiment le degré d'interconnexion économique et sociale qui va définir finalement les limites de l'aire métropolitaine. Alors, encore, peut-être que vous n'apprenez pas grand-chose quand je vous parle de cet aspect, mais c'est important de savoir que dans les classements qu'on va vous présenter aujourd'hui, parfois on parle de ville, parfois on parle d'agglomération, parfois on parle de métropole. C'est pas évident de faire le tri entre tout ça, mais on est pris avec, d'une certaine façon, avec des statistiques nationales quand on fait des comparaisons internationales. Aujourd'hui, on considère qu'à l'échelle de la planète, il y a 1860 zones urbaines de plus de 300 000 habitants, et sur ces 1860 ensembles urbains, il y a 35% de villes, 55% d'agglomérations et 10% de métropoles. Là encore, c'est pour vous donner donc un ordre d'idée de l'ensemble de ces ensembles urbains. Voici un tableau qui est intéressant, qui s'intéresse donc à la population urbaine en Indo-Pacifique. Donc là, on change d'échelle, on va s'intéresser à partir de maintenant à l'Indo-Pacifique, une comparaison de ces villes en Indo-Pacifique. Et voici un tableau qui donne 3 types d'informations. La première colonne, la population urbaine en millions d'habitants. Ensuite, le pourcentage de la population urbaine par rapport à la population totale de chaque pays. Et ensuite, la troisième colonne qui vous nombre le nombre d'agglomérations de plus de 300 000 habitants présentes dans les pays qui sont dans ce tableau. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir, à travers la première colonne, que le Japon a 116 millions de population urbaine, ce qui la place au 4e rang à l'échelle de l'Indo-Pacifique. Et quels sont les 3 premiers pays qui la dépassent? Ce sont les pays qui ont un poids démographique considérable, que sont la Chine, l'Inde ou l'Indonésie. Deuxième colonne, donc pourcentage de la population urbaine, là on voit que le Japon retrouve
sa première place. Donc le Japon est le pays dont la population urbaine est la plus importante par rapport à la population totale, un petit peu moins de 92%. Et pour trouver le pays en deuxième position, il faut aller voir la Corée du Sud, qui se situe donc à un petit peu moins de 82%. Donc il y a 10% quand même entre le premier et le deuxième. Et ensuite, on peut regarder rapidement la Chine, l'Inde ou même l'Indonésie, qui sont des pays qui se situent donc bien en retrait par rapport au Japon. Et on peut voir que la population urbaine, notamment en Chine, c'est seulement 61% de la population. En Inde, c'est seulement 35% de la population. Donc on peut voir que le Japon a de l'avance et va encore garder sans doute son avance encore pendant très longtemps, puisqu'on peut voir qu'avant que la population de la Chine, de l'Inde ou même de l'Indonésie atteigne 90% de la population totale, en population urbaine, il va se passer, à mon avis, un certain nombre d'années. Et ensuite, la troisième colonne qui est intéressante, c'est le nombre d'agglomérations de plus de 300 000 habitants. Là, on peut voir que la Chine, bien évidemment, est numéro 1, puisqu'il y a plus de 426 villes en Chine de plus de 300 000 habitants. Ensuite arrive l'Inde, donc 181 villes de plus de 300 000 habitants, et arrive en revanche en troisième position le Japon, qui a encore une position très enviable dans ce classement, troisième ex-aequo avec le Bangladesh et l'Indonésie. Donc c'est intéressant de voir que jusqu'à maintenant le Japon se maintient encore en troisième position, mais il y a fort à parier que ne serait-ce que dans 5 ans, le Japon aura glissé. Et il sera glissé dans le classement et sera peut-être 6e ou 7e position. Mais il est intéressant de voir que le Japon a encore 33 villes de plus de 300 000 habitants. Donc, dans ce classement en Indo-Pacifique. Donc, on peut voir uniquement avec ce tableau que pour l'instant, le Japon, que ce soit en termes de population urbaine, en termes de pourcentage de population urbaine ou en termes d'agglomération de plus de 300 000 habitants, le Japon est encore une position très enviable ou une position de tête, en tout cas. Quelles sont ces 33 villes quelles sont ces 33 agglomérations qui se situent, donc qui ont plus de 300 000 habitants au Japon? Et voici donc le tableau. Alors vous remarquerez que MMA veut dire aire métropolitaine majeure, donc importante, que sont Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka ou Hamamatsu, ou même Sapporo, Sendai, etc. EMA veut dire tout simplement aire métropolitaine. Donc on peut voir ici quelles sont les villes. Alors vous remarquerez également qu'il y a des plus, des moins, des égales. Donc en fait ça fait référence donc à l'évolution de la population entre 2015 et 2020. Et Eric va vous en parler d'ici quelques instants. Mais vous remarquez que finalement les grandes aires métropolitaines continuent à gagner de la population. Et on remarque que les villes rurales et que les villes de taille moyenne, elles sont en déclin et sont en train de perdre donc de la population. Bon, c'est des choses bien évidemment. Si vous fréquentez le Japon ou si vous lisez sur le Japon, vous le savez pertinemment, mais ces chiffres le confirment. Donc on voit bien qu'il y a donc un déclin important des pôles urbains en dehors des immenses pôles urbains japonais que sont Tokyo, Osaka, Nagoya, etc. On peut voir également que Sapporo et Sendai, donc les villes du Nord, sont des villes qui, elles, gagnent de la population et qui gagnent en popularité, apparemment, en termes de population. Et dernier petit chiffre intéressant, si on regroupe Tokyo, Osaka, Nagoya, c'est 60% de la population urbaine qui se situe donc dans ces 3 métropoles gigantesques. Voilà. C'était donc une longue introduction et maintenant je vais passer donc la parole à Éric Boulanger, mon collègue, qui va vous parler du processus d'urbanisation et de métropolisation. Éric, n'hésite pas à me dire de changer de diapositive quand il le faut. Merci Éric. J'espère que vous m'entendez bien. Désolé, ma caméra ne semble pas vouloir se connecter à la réunion ce matin. Pourtant, on avait fait des tests et tout fonctionnait bien. Je pense que c'est mon réseau ici à Montréal qui ne fonctionne pas très bien aujourd'hui, ce matin. Désolé pour ça, vous ne pourrez pas me voir le visage et j'en suis vraiment désolé. Regarder quelqu'un parler dans le noir, c'est pas toujours très intéressant. Et donc, comme Éric le faisait mention tantôt, les villes japonaises ont quand même un statut relativement particulier dans les classements des villes globales et des grandes villes de l'Asie. Et ça, c'est lié notamment à des phénomènes qui sont historiques. Et donc, il y en a 2 sur lesquels je veux revenir aujourd'hui. Le premier, c'est
l'ère d'Edo, qui est une ère historique où il existe une grande paix, la paix de Tokugawa, qui dure près de 250 ans. Et c'est aussi une période où le Japon est faiblement ouvert sur le monde et une ouverture qui est contrôlée étroitement par le shogun. Et donc, le développement des villes se fait selon des impératifs purement internes qui vont influencer pour très longtemps, même on pourrait dire jusqu'à aujourd'hui, le tissu urbain japonais. Le deuxième phénomène que je veux discuter et aborder, c'est l'urbanisation très rapide de l'après-guerre et l'émergence d'une mégalopole, on pourrait même dire d'une mégalopole pan-japonaise. Et ici, on a associé à ça un modèle développementaliste qui dicte un développement des infrastructures publiques qui accompagne et même accélère l'expansion des grandes aires métropolitaines, notamment Tokyo, Nagoya et Osaka. Et donc, on peut passer à l'autre diapositive. Je vais aborder la période d'Edo. La période Edo est souvent vue le jour d'une proto-modernisation et donc une période qui va faciliter la modernisation du pays après 1868. Le commerce prend beaucoup d'expansion, il y a une industrie légère qui émerge souvent dans les campagnes. Il y a plusieurs grandes villes qui vont prendre forme, pas seulement Edo, qui siège du gouvernement militaire shogun, mais dans d'autres villes également. Et c'est là aussi qu'on va voir l'expansion de ce qu'on appelle les trois capitales, c'est-à-dire sur lesquelles on va revenir tantôt, donc pas seulement Edo, mais Osaka et Kyoto. Et il y a de nombreuses villes qui vont émerger, comme je disais, de plus de 30 000 habitants. Et donc, au cœur de ce développement urbain, si on peut le définir ainsi, il y a bien sûr la ville-château, Chokomachi, le centre administratif des domaines. On le sait, le Japon de la période Edo est divisé en domaines contrôlés par des daimyos. Et quelquefois, ces daimyos sont des alliés du shogun, quelquefois ses ennemis. Et donc, la grande tâche du shogun ici, c'est de maintenir un certain équilibre entre ces domaines pour éviter qu'un daimyo devienne assez puissant pour le déloger. Et donc, il y a toute une dynamique politique et économique qui va se mettre en place et qui va influencer durablement le développement urbain pendant ces 2 siècles-là. Et donc, on a des villes comme Tokyo, Ekushima, Nagoya, Sendai, qui sont des villes-châteaux et qui vont prendre beaucoup d'importance au fil des années. Dans les villes-châteaux, on retrouve les samouraïs, c'est-à-dire qu'à partir des années 1600, on les regroupe dans ces villes, près de leurs daimyos. Souvent, ils peuvent former jusqu'à 40% de la population. Donc, c'est un phénomène qu'on peut nommer l'urbanisation des samouraïs qui amène une foule d'artisans, de commerçants, d'autres métiers de travailleurs qui vont dans la ville-château pour veiller aux besoins des samouraïs et de la noblesse. Donc, on peut peut-être, dans certains cas, retrouver jusqu'à 1/10 de la population de domaine dans une ville-château, ce qui est quand même assez phénoménal pour une société pré-industrielle. Et aussi, ces domaines-là sont gérés dans une perspective mercantiliste, où il y a une forte rivalité économique entre les différents domaines. Et donc, ces villes-châteaux vont souvent devenir le cœur de ce processus de renforcement économique des différents domaines à travers le Japon. Et plusieurs industries vont émerger, comme la laque, la céramique, et ainsi de suite. Mais ça ne va pas donner lieu à l'émergence d'une économie nationale comme on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire que de nombreuses barrières économiques, soit des barrières économiques instaurées par les daimyos, soit instaurées par le shogun lui-même. Il y a entre 200 et 250 domaines au Japon, et donc chaque domaine a sa ville-château. Ça fait en sorte qu'il y a certaines villes qui sont relativement petites, de 2000 à 3000 habitants à peine, alors qu'il y en a d'autres qui vont devenir très, très grosses. On peut penser par exemple à Sendai, qui est dans la préfecture de Miyagi, qui est à environ 300 km au nord de Tokyo. Sendai, c'est un bel exemple d'une ville-château qui va devenir très, très prospère. C'est le daimyo Date Masamune qui va y construire son château fort et il va ici établir avec 50 000 de ses sujets.
Hein, et Sendai va devenir un lieu réputé pour le commerce, avec les Ainu, entre autres, pour les arts, voire le tourisme. Hein. Et donc, comme pour bien d'autres villes-châteaux, éducation, culture accompagnent souvent l'expansion de l'activité économique. Bien sûr, il y a une règle, hein, un château par domaine, qui est institué par le shogun Tokugawa. Et donc, les Jokomachi dominent leur région. Hein, et ils sont encore aujourd'hui ils sont devenus aujourd'hui des grandes villes, que ce soit Osaka, Kagoshima, Sendai, et ainsi de suite. Hein. Tokyo aussi est une ville château, mais bon, c'est la plus grande en raison de la présence du shogun. Il y a un autre phénomène historique important qu'il faut aborder, c'est le système du Sankin Kota. C'est un phénomène important dans l'urbanisation du Japon. Ce système de résidence alternée est mis en place par le shogun lui-même, où on impose aux daimyo de venir séjourner à Edo pour quelques mois, pour 1 an à tous les 2 ans, avec ça. Et on laisse la famille en otage à Tokyo. Et donc, il y a une vie urbaine qui va se développer à Tokyo, hein, autour de cette aristocratie, de cette noblesse qui vient s'établir à Tokyo. Et en même temps, pour le shogun, ça garde les daimyo occupés à d'autres choses que de renforcer leur armée et leur puissance militaire. Et étant donné les coûts importants reliés à cette pratique-là, ça déplace des ressources qui auraient pu être utilisées à des fins militaires. Et donc on connaît bien ce système-là. La plupart des gens qui ont lu sur le Japon ont entendu parler du Sankin Kotai. Ça contraint l'élite à une mobilité constante, mais aussi qui va permettre une certaine propagation d'une culture et de nouvelles idées vers Edo et de Edo vers le reste du Japon. Et ça a aussi permis à Edo de devenir la ville la plus peuplée du monde, avec 1 million d'habitants au cours des années 1700. Et ce million est relativement stable tout au long des années 1700. Et donc, c'est un système qui va permettre justement à Edo de devenir cette grande ville qu'on connaît aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est aussi plus important à propos du système de résidence alternée, c'est que ça met en place un système national de voies de communication. On parle ici des 5 grandes routes, hein, les Go-Gaido. C'est un système de communication qui va favoriser directement l'urbanisation du Japon, comme les Jokomachi l'ont fait également. Et donc, il va y avoir des villes, des types de villes qui vont émerger hein, de l'époque de Edo. Et ces villes-là vont être des vecteurs de l'urbanisation. Et donc, la ville, il y a plusieurs modèles. Il y a la ville-station, la ville-relais, hein, les Shukuba-machi, qui vont répondre aux besoins des voyageurs en route vers Edo, étant donné que les daimyo doivent se déplacer sur une base régulière vers Tokyo. Il y a souvent plusieurs centaines de personnes, voire 1000 et 2000 personnes qui voyagent ensemble vers Edo et donc ils ont besoin de toutes sortes de services et ces villes-relais-là vont leur offrir ces services-là. On peut penser ici à la route du Tokaido, étant celle la plus célèbre qui relie Kyoto à Edo. Et c'est aussi une voie qui va être immortalisée dans les 53 stations de Tokaido de l'artiste Hiroshige, hein, et dont on connaît les images. Il y a aussi la ville religieuse, les Monzonmachi, où on va retrouver des sanctuaires, des temples, et beaucoup de pèlerins et d'autres personnages vont souvent s'y arrêter. Ces villes participent justement à l'urbanisation à l'extérieur des villes-châteaux parce que quelquefois, ils sont à distance de ces châteaux. Il y a la ville portuaire, même si le Japon ne fait pas de commerce avec l'étranger, sauf pour Nagasaki. Il y a d'autres ports, comme Kobe, Osaka, Niigata, Shimonoseki, qui vont participer au commerce interne et qui vont devenir des ports ouverts. Des ports ouverts très importants après la restauration de Meiji. Il y a la ville-marché, ces postes qui vont vendre toutes sortes de biens et de nourriture à l'intersection des grandes routes.
quelquefois pour les marchés, mais quelquefois pour les résidents autour. Et il y a bien sûr les villes thermales qu'on connaît tous, les zones Zenmachi, qui vont devenir des lieux de détente, et pour plusieurs, le sont encore aujourd'hui. Hein. Et donc, l'activité principale de plusieurs de ces villes-là est liée à leur statut aujourd'hui, liée à leur statut d'Edo. Hein. Et souvent, ils ont aussi des villes de 100 000, 200 000 habitants. Le résultat, c'est qu'environ 10% de la population du Japon vit en ville. Et donc, c'est un phénomène rare et voire unique pour une société pré-industrielle. Ça fait du Japon à l'époque d'Edo probablement la société la plus urbanisée dans le monde. Peut-être il y a d'autres régions en Chine aussi qui sont très urbanisées, mais sur une taille, on pourrait dire nationale, c'est vraiment le Japon. Il va y avoir bien sûr une gouvernance urbaine qui va émerger pour gérer les problèmes de la vie en ville. Et cette gouvernance-là va tendre à homogénéiser l'administration urbaine au Japon. Bien sûr, c'est une gouvernance très hiérarchique, très confucéenne, hein, où l'idée d'autonomie des pouvoirs municipaux n'existe pas, bien sûr. Hein. L'idée que les villes pouvaient avoir une certaine autonomie gouvernementale avec des cadres juridiques appropriés, hein, cela n'existait pas à l'époque de Tokugawa, mais dans tous les cas, le legs de la période d'Edo pour la vie urbaine est central. La période d'Edo va faciliter l'adoption au 19e siècle d'un système capitaliste et le passage à une modernité occidentale, dont l'urbanisation qui l'accompagne inévitablement. Et donc, on a une longue paix d'Edo qui dure près de 250 ans et qui font en sorte que les enjeux de sécurité militaire vont perdre de l'importance. Et donc, les villes-châteaux et les autres villes vont pouvoir se préoccuper d'affaires économiques, de culture, d'éducation, et qui va favoriser une urbanisation qui va devenir relativement stable. Peut-être on peut passer à la diapo des trois capitales. Vous avez parlé tantôt des trois capitales, Tokyo qui domine le monde politique, Osaka le monde économique, Kyoto la culture. Donc, ça fait plusieurs pôles urbains. Alors, à la différence d'autres pays qui très souvent ont une grande métropole, au Japon, on a ces trois grandes villes-là qui font en sorte qu'il n'y en a aucune d'entre elles vient à dominer l'ensemble de l'archipel. Comme par exemple Londres au 19e siècle qui dominait une Angleterre qui était profondément demeurée rurale. Et donc, Edo puis Tokyo vont dominer le monde politique. Osaka, qu'on appelait à l'époque la cuisine du Japon, va dominer par ses privilèges octroyés par le shogun, le commerce international. Alors que Kyoto, qu'on connaît, c'est le lieu de résidence de l'empereur et qui continue à sa domination du monde des arts et de la culture. D'ailleurs, avec l'effondrement du shogunat au 19e siècle, Tokyo et Osaka vont perdre beaucoup de leur puissance politique et économique. Hein. Osaka va perdre ses privilèges et donc va affronter la concurrence des autres villes et ports du Japon. Tokyo, pour sa part, va tomber dans une certaine léthargie avec la fin du shogunat en raison des daimyos qui retournent dans leur fief, qui apportent avec eux leur richesse et celle d'Edo, hein, une richesse accumulée depuis 250 ans. Donc, Tokyo va prendre comme 20 ans à retrouver sa population de 1 million d'habitants. Mais ces trois pôles-là favorisent à la fois une continuité de l'urbanisation et une certaine homogénéisation de la société féodale autour de valeurs, d'idées qui vont perdurer même après la fin du shogunat. Et l'importance de ces trois capitales est telle qu'après la restauration de Meiji, ces trois villes-là sont administrées directement par le nouveau pouvoir de leur préfecture et non pas en tant que ville indépendante. Et ça jusqu'en 1898. Hein? On peut aller à la diapo de la restauration de Meiji. Ici, la restauration de Meiji lance la modernisation et l'industrialisation du Japon. Et on mise sur Tokyo, on mise sur Osaka, on mise sur Nagoya. Nagoya qui est à mi-chemin entre les deux grandes villes. Et Nagoya était, pendant la période d'Edo, une ville relais, une ville religieuse, une ville château, hein, qui va lui donner des avantages phénoménaux dans le développement industriel de Meiji. Et on fait aussi remarquer que Tokyo, Osaka, Nagoya ont à peu près les mêmes caractéristiques. Ils ont une baie, une plaine, un port. Et après 1950, chaque région va voir son aéroport local et ensuite international. Comme Narita et Haneda, et ainsi de suite. Et même Osaka, avec du retard, et là on voit, et si on saute des années 50 et 60, on voit que Osaka prend un petit peu de retard par rapport à Tokyo
quand il s'agit des grandes infrastructures. Mais ces trois aires métropolitaines vont devenir le cœur économique de la mégalopole japonaise. Et aussi, à l'ère de Meiji, la ville est aussi le symbole de la modernisation du Japon, de ses capacités à se transformer rapidement pour mener à bien son projet d'État-nation et de devenir une nation puissante qui va pouvoir rejoindre les autres grandes puissances de l'ordre international occidentaux centré. Et donc, on va mettre beaucoup d'emphase sur la modernisation de ces grandes villes-là. Bien sûr, les années de guerre, 1930-1940, vont diminuer la centralité de la ville dans la réflexion urbaine du Japon, parce que là, ici, c'est la guerre totale et la survie de la nation devient plus importante que la ville. La ville se fond, en fin de compte, dans les exigences de la guerre. Mais après ça, on passe, ça n'empêche pas, après les années 50, de voir un Japon qui va s'urbaniser très rapidement. Et si on compare aux États-Unis, par exemple, en 1945, le pourcentage de la population urbaine au Japon est de 28%. Aux États-Unis, ce taux a été atteint en 1880. Et en 1970, le Japon, le taux d'urbanisation atteint 72%, de même qu'aux États-Unis. Sur un peu moins de 100 ans, le Japon va s'urbaniser comme... en moins de 25 ans, le Japon va s'urbaniser comme les États-Unis l'avaient fait en moins de 100 ans. Et donc, la population urbaine, on l'a vu tantôt, c'est 92% de la population japonaise. C'est un taux qui est relativement stable depuis une dizaine d'années. Mais on voit qu'il y a eu une croissance continuelle, 15% en 1900, 58% en 1955, 79% en 2000. Et donc, il y a une continuité quand même du processus d'urbanisation du Japon qui est quand même assez phénoménal et qui en fait un des pays les plus urbanisés de la planète. Et les villes de plus de 100 000 habitants, on a parlé des villes de 300 000 habitants tantôt, mais les villes de 100 000 habitants étaient 16 en 1920, ils passent à plus de 200 dans les années 1990. Et le Japon va se retrouver avec 12 villes de plus d'1 million d'habitants. Alors qu'il y en a 9 ou 10 aux États-Unis, qui ont plus d'1 million d'habitants. Ici, au Japon, on en retrouve 12. Et je vous donne la liste. Ici, on voit les analyses, les chiffres les plus récents du Japan Statistical Yearbook. Et ici, on prend Tokyo, on ne prend pas la grande agglomération de Tokyo, mais on prend les 23 arrondissements, qui en fait une ville de 9,5 millions d'habitants. Mais tout ça ensemble, c'est environ 30 millions d'habitants qui vivent dans les 12 plus grandes villes du Japon. Et aussi, quand on regarde les documents à caractère économique du gouvernement japonais, on va voir les références à des zones urbaines. Et ces zones urbaines-là sont associées aux 3 grandes aires métropolitaines, c'est-à-dire l'aire métropolitaine de Tokyo, constituée des préfectures de Saitama, Tokyo, Kanagawa et Chiba, soit pour environ 35 millions d'habitants. Il y a l'aire métropolitaine d'Osaka, Kyoto, Osaka, Hyogo et Nara. Et il y a l'aire métropolitaine de Nagoya, qui compte Gifu, Aichi et Mie. On a vu les chiffres tantôt pour ces zones-là dans les diapos d'Éric. Ici, c'est intéressant de faire une petite parenthèse, on ne va pas m'avancer trop longtemps là-dessus, mais dans ces mêmes documents-là où on parle de ces grandes aires métropolitaines, on va tout simplement dire que les zones rurales sont dans les autres préfectures. Et donc, cette conceptualisation des zones urbaines et rurales est intéressante dans la mesure où il semble y avoir 2 Japons, un Japon urbain et un Japon rural. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est effectivement pas le cas. Les autres préfectures, comme on le dit dans les documents du Japon, c'est pas qu'il y a seulement des zones rurales, c'est que ces zones rurales-là ne sont pas liées à leur nature, à leur ruralité, à leur agriculture, mais plutôt à leur faible densité de population. Et ce qui fait que, même s'ils parlent des autres préfectures comme étant où qu'on retrouve les zones rurales, ça reste que à l'intérieur de la mégalopole, il va y avoir des zones rurales. Et étant donné les règles du zonage qui sont quand même assez différentes au Japon, on va, à l'intérieur de Tokyo, retrouver des champs-laiteries et d'autres cultures, alors que à l'intérieur d'Osaka, où on va retrouver en banlieue de Tokyo une certaine agriculture. Et donc, fermons cette parenthèse-là et revenons à Tokyo. Tokyo, c'est une préfecture avec un gouvernement.
Un gouvernement métropolitain de Tokyo avec sa gouverneure, Yuriko Koike. Il y a une population de 13,5 millions d'habitants, une densité de 6169 personnes au kilomètre carré, et donc qui est une densité 18 fois plus élevée que la moyenne nationale de 340,8 personnes au kilomètre carré. Il y a aussi la métropolitaine de Tokyo, dont on a parlé, et il y a aussi la mégalopole de Tokyo, Shutoken, où on va associer les 8 préfectures adjacentes, c'est-à-dire Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba, Ibaraki, Yamanashi, Gunma et Tochigi, pardon. Et donc, ça, c'est un peu plus qu'un tiers de la population japonaise. C'est quasiment 43 millions d'habitants. C'est phénoménal comme mégalopole. Et au fil des ans, Eric en a fait une remarque, c'est-à-dire que le gouvernement va modifier souvent ses modèles pour tenter de saisir cette grande mégalopole. On va regarder différentes façons d'évaluer l'urbanité de Tokyo, mais en général, ce sont les 3 façons de conceptualiser ce monde urbain. Et ces 8 préfectures sont en fin de compte connectées. Il y a un degré de connexion absolument phénoménal par le transport, par la route, aujourd'hui par Internet et ainsi de suite. Mais cette mégalopole demeure traversée de zones rurales, comme à Chiba, comme à Ibaraki. Et on peut regarder l'image, je pense qu'on l'a, l'image de cette mégalopole la nuit. On peut voir le plus gros point qui est Tokyo et ses 8 préfectures tout autour. C'est quand même phénoménal. On voit ici cette mégalopole qui va de Tokyo jusqu'à Fukuoka. Et donc, on pourrait faire l'exercice avec Osaka, Nagoya, on ne va pas le faire, mais ces 3 mégapoles-là ont vu leur population augmenter de 10 millions d'habitants en 1955 et 1970. Et ça, c'est des mouvements de population à l'intérieur du pays et par les naissances aussi, mais pas par l'immigration de d'autres pays. Et donc, c'est une mégalopole qui se renforce. Ces trois grandes villes-là se renforcent souvent au détriment du reste de la population de d'autres régions du pays. Dans les années 80, avant la bulle financière et avant le début de la délocalisation des capacités industrielles du Japon vers l'Asie, vers les États-Unis ou d'autres régions du Japon, comme par exemple Kyushu, où les prix fonciers et les salaires sont plus bas, on va retrouver dans ces 3 grandes aires métropolitaines 95% des capacités de production d'acier, 95% des capacités des raffineries pétrolières, 100% de la pétrochimie, 82% des sièges sociaux, et ainsi de suite. C'est quand même phénoménal. C'est 24% de l'emploi manufacturé qui se retrouve à Tokyo, 29% à Osaka. Et donc, ça leur donne un poids dans l'économie japonaise qui est phénoménal. Et ça nous amène au dernier point, c'est-à-dire, c'est la mégalopole pan-japonaise. On l'appelle aussi la Tokaido-polis, c'est-à-dire la mégalopole du Tokaido, cette voie qui est reliée à l'origine Edo à Kyoto, et qui est le cœur, l'épine dorsale de cette immense mégalopole, on va pouvoir changer ça tantôt, mais qui va de Tsukuba, la technopole qui est située à Ibaraki, à peu près environ 75 km au nord de Tokyo, jusqu'à Fukuoka. Et donc, c'est un long corridor de 1300 km et qui est connecté par un système d'autoroutes nationales et de trains, notamment le Shinkansen. Et bientôt, le Maglev, un train à sustentation magnétique qui est en construction entre Tokyo et Nagoya et qui va éventuellement rejoindre Osaka. Et donc, le trajet Tokyo-Nagoya, qui va peut-être être ouvert en 2027, si je ne me trompe pas, va relier les 2 villes en 40 minutes, soit plus vite que par avion. Et donc, cette mégalopole, c'est un long corridor qui d'autres appellent la ceinture du Pacifique ou le Tokaido, qui, selon moi, s'étend aujourd'hui de Sendai jusqu'à Nagasaki. Et même, on pourrait même dire jusqu'à Kagoshima, où le Shinkansen rejoint cette ville au sud de l'île de Kyushu. On l'a vu tantôt avec l'image des airs. Les lumières de ce corridor-là sont entrecoupées par des montagnes. C'est des zones où il n'y a pas de
les zones noires ou qui sont peu illuminées. Hein, ces montagnes-là sont un obstacle naturel à l'urbanisation complète de la mégalopole. Et ça n'empêche pas cette mégalopole d'exister. Il y a seulement des zones noires, hein, comme la nuit, ou des obstacles naturels qui font en sorte que il y a des limites à l'urbanisation. Mais regardez, avec le maglev, cet obstacle va être complètement éliminé. C'est-à-dire que le maglev va rejoindre en ligne directe, hein, Tokyo jusqu'à Nagoya, et donc on va faire une ligne qui va être à 90% dans les tunnels. Aujourd'hui, le Shinkansen et les autoroutes doivent, même malgré les nombreux tunnels, doivent contourner ces montagnes-là, et donc ils n'ont pas un tracé direct. Et en fin de compte, on respecte la vieille route du Tokaido qu'on avait mis en place à l'époque d'Edo. Hein? Et donc, la mégalopole du Tokaido, donc on peut l'appeler comme ça, est en fin de compte le résultat de plusieurs vagues de mentalisme. Hein? Et donc, ça donne naissance à ce qu'on appelle un système urbain monolithique, très, très, très fort. Et dans les années 60, par exemple, 80% des investissements publics se font dans ce corridor. Et l'effort de délocalisation des années 80 et 2000 vont se faire à l'intérieur de cette mégalopole et souvent vont tout simplement l'élargir. Et donc, si certaines villes, bien sûr, vont prospérer à l'intérieur de cette mégalopole, on peut penser, par exemple, à Sapporo ou Niigata, ça reste que Niigata, notamment, qui va développer une industrie lourde très importante et qui va être desservie par le Shinkansen, très souvent, pas pour des raisons économiques, mais pour des raisons purement politiques. Ça reste que ce corridor, qui est la mégalopole japonaise, génère plus de 80% du PIB. Et aussi, et je vais terminer là-dessus, avec Meiji, depuis Meiji, il y a un effort d'homogénéisation du Japon. L'idée de construire un État-nation et de faire en sorte que cette société-là soit le plus homogène possible. Et donc, après la guerre, cet effort-là s'est poursuivi. Et après, avec le choc pétrolier et ensuite l'internationalisation du Japon, les villes japonaises ont été ouvertes sur le monde et leur statut a été rehaussé par un développement relativement uniforme d'installations culturelles, sportives, académiques et ainsi de suite. Hein? Et donc, mais dans ce processus d'internationalisation, c'est là que Tokyo, à partir des années 80, devient, on pourrait dire, véritablement une ville globale. Hein? Au sein, par contre, d'une mégalopole nationale. Et c'est là que, comme Saskia Sassen va bien l'expliquer, c'est là que Tokyo va partager de moins en moins son pouvoir économique, politique, culturel avec le reste du Japon et va dominer le reste de la mégalopole, notamment par des secteurs industriels de pointe, les services, la finance, surtout la recherche, et ainsi de suite. On a juste à penser à l'Université de Tokyo, qui domine outrageusement toutes les autres universités à travers le Japon. Et donc, bref, les villes japonaises se sont développées par des impératifs internes durant la période d'Edo. Hein, ça fait une multiplication des villes et une urbanisation avancée pour une société quand même féodale, entre guillemets. Il y a l'internationalisation de Meiji qui a été faite par le biais des 3 grands centres industriels de Tokyo, Nagoya, Osaka. Le miracle économique de l'après-guerre est lié de près à la mégalopole du Tokaido. Et la mondialisation dicte maintenant de nouveaux impératifs. Et dans ces nouveaux impératifs, la domination de Tokyo sur le Japon ressemble de plus en plus à celle de Londres. Hein, seule grande ville de la Grande-Bretagne, comme je disais tantôt, dont le poids démographique faisait en sorte que elle dominait l'Angleterre, qui était demeurée foncièrement rurale. Hein, par exemple, jusqu'à la Première Guerre mondiale, Liverpool avait une population d'à peine 10% de la taille de Londres, alors qu'Osaka a toujours eu une population de 30 à 40% d'Edo. Ici, on voit, à titre de mégalopole et de première porte d'entrée dans la mégalopole pan-japonaise, Tokyo demeure et domine totalement le reste du Japon. Donc, pas un Japon rural, comme à l'époque de Londres, mais un Japon qui est fortement urbanisé et fortement homogène. Et donc, on va voir tantôt avec la présentation d'Éric qu'en fin de compte, il faut creuser un peu plus pour voir émerger des villes importantes par différentes caractéristiques au Japon.
parce que, comme Eric le disait, on voit souvent seulement Tokyo. Je m'arrête là-dessus. Je redonne la parole à Eric. Désolé pour ma caméra qui n'a pas fonctionné. Mais je te passe la parole, Eric. Après donc cette longue parce qu'il n'est pas une critique, hein, après cette longue présentation historique faite par Eric, ça nous semble absolument nécessaire pour comprendre aujourd'hui pourquoi l'omnipotence et l'omniprésence de Tokyo dans ces classements internationaux et pourquoi finalement la relative faiblesse ou absence des villes secondaires. Bien évidemment, si on ne passe pas par cette explication un peu historique, si on n'amène pas un peu de profondeur, il est bien difficile de comprendre pourquoi Tokyo et pas les autres. Quoi qu'il en soit, il existe donc une multitude de classements. Alors, on ne les a pas tous regardés, il y en a des dizaines et des dizaines. J'en ai sélectionné 5 ou 6 avec Eric. On a regardé un petit peu quels étaient les critères. Alors, le premier classement qui fait le lien entre mondialisation et ville globale, hein, donc est un classement qui est fait par des géographes d'ailleurs, et non pas par des sociologues ou des économistes, qui est intéressant, donc qui vient de l'université de Loughborough. Hein, pour ceux qui connaissent, c'est l'université d'une petite ville qui se situe dans le centre de l'Angleterre, un petit peu au nord de Leicester, et c'est un classement qui s'intéresse donc à la connectivité internationale des villes. Et en fait, la question que se pose en fait ce classement, c'est quelle est l'importance des villes? Est-ce qu'une ville fait partie d'un nœud régional ou international? Et à travers ce classement, ce département de géographie, donc ce réseau international, va identifier 3 niveaux de villes mondiales. Alors les voici. Il y a ce qu'on appelle le alpha et alpha moins, qui désigne donc des villes qui sont au cœur soit de pays ou de régions qui sont au cœur de l'économie mondiale. Vous avez ensuite les villes bêta, qui sont des villes reliées donc à des centres économiques qui sont modérés par rapport à la mondialisation. Vous avez ensuite le 3e niveau qui est le gamma, qui sont des villes dont leur connexion à la mondialisation économique est petite, on va dire. Et vous avez ensuite des villes qu'ils appellent suffisantes ou suffisamment hautes, qui sont des villes qui ont donc un niveau de service qui leur permet quand même de vivre et de ne pas être complètement dépendants des villes globales, donc des villes alpha. Donc si on regarde ce classement, on voit qu'alpha++, il y a uniquement Londres et New York, mais dans le alpha+, en Asie, vous avez Tokyo, d'ailleurs, qui est intéressant, puisque dans ce graphique, on situe Tokyo, enfin dans ce classement, on situe Tokyo à la même hauteur que Pékin, Shanghai, Singapour ou Hong Kong. Et ensuite, il faut vraiment descendre dans le bêta pour trouver une deuxième ville japonaise, qui est Osaka, qui, je le rappelle, Beta est une ville qui est modérément connectée donc à la mondialisation. 3e ville, c'est Nagoya. Nagoya, donc, qui est une ville qui est peu connectée à la mondialisation. Et vous avez ensuite d'autres types de villes, Fukuoka, Sapporo, Kyoto, Kobe, Yokohama, Sendai, qui, elles, ont un niveau d'autonomie suffisant par rapport à Tokyo. Alors c'est très peu parce qu'en fait ce classement va mesurer 707 villes à l'échelle de la planète. Et on se rend compte que dans ce classement, il n'y a que 9 villes japonaises. Et là, notre intuition que vous avez sans doute depuis le début, c'est qu'on voit encore une fois l'omnipotence de Tokyo par rapport aux villes secondaires que sont Osaka ou Nagoya ou des petites villes qui sont moins importantes. Donc on peut voir que ce type de classement qui lie mondialisation et connectivité n'est pas à l'avantage du Japon et des villes japonaises. Donc ça montre d'une certaine façon la déconnexion des villes japonaises par rapport à la mondialisation, mais là il faut comprendre la mondialisation, on va dire, économique. Autre type de classement, c'est un classement, un indice qui s'intéresse à la compétitivité des villes mondiales, qui réunit 29 critères, qui sont dans le tableau qui est à gauche, et qui est produit par le journal The Economist, hein, comme vous connaissez, le journal britannique, et qui classe en fait donc les villes à travers leur capacité à attirer des capitaux, à attirer des entreprises, donc des multinationales étrangères, à attirer donc des talents, à attirer également des visiteurs. Et on remarque donc à droite dans le tableau, c'est que Tokyo est à la 4e position, donc derrière New York, Londres, Paris,
et qu'elle est dans cette position depuis un petit moment. Et on peut voir d'ailleurs que malgré la pandémie, malgré la mise à l'arrêt de l'économie et des échanges, on peut voir que New York, Londres, Paris et Tokyo sont difficilement détrônables, notamment par Pékin, Hong Kong ou des villes nord-américaines comme Los Angeles ou Chicago. On peut voir que Tokyo finalement poursuit finalement d'une certaine façon sa lente amélioration dans ce type d'indice de compétitivité des villes mondiales, mais on remarque à l'échelle régionale que Pékin progresse, puisque Pékin était 9e en 2015 et qu'il est 4e, que Pékin est 5e maintenant en 2020. On voit également que Shanghai progresse dans ce classement. Donc si on ramène ce classement en Indo-Pacifique, on voit que Tokyo se maintient donc à une très bonne position, mais on voit que les villes chinoises progressent dans ce classement d'indice de la compétitivité. Si vous regardez donc le tableau de gauche, on peut voir que Tokyo est à la première position en ce qui concerne l'indice qui calcule la tertiarisation en fait de la population. Vous savez que Tokyo est une ville où la très grande majorité de la population qui travaille dans le tertiaire. Autre type d'indicateur, donc c'est l'indicateur qui s'intéresse aux villes qui montent, alors qui est en lien d'ailleurs avec l'indice de compétitivité que j'ai présenté à la diapo précédente, qui lui intègre 13 critères. Les critères sont dans le tableau de gauche, et on peut voir que Tokyo est en 4e position en 2020 et que Tokyo a beaucoup progressé puisqu'Tokyo était 19e en 2015, était 23e en 2017 et aujourd'hui Tokyo est à la 4e position. Donc on peut voir à travers cet indicateur que malgré tout Tokyo met en place des conditions favorables pour améliorer son statut à l'échelle mondiale, notamment à travers un certain nombre de critères et d'indicateurs. Tokyo on le voit dans le tableau de gauche, Tokyo donc est très performant dans les indicateurs du bien-être personnel, puisqu'il occupe la première place d'ailleurs avec Nagoya et Osaka. Et là c'est intéressant puisque dès qu'on sort finalement d'indicateurs qui vont au-delà de l'économie, on voit apparaître donc des villes japonaises comme Nagoya. Autre type d'indicateur intéressant, donc le Global Power City Index, qui lui est un indicateur qui est très intéressant puisqu'il émane d'une fondation japonaise, la fondation Mori, et qui évalue et qui classe donc les grandes villes du monde en fonction de leur magnétisme, donc leur attractivité, ce qui est intéressant, et qui se base sur un classement multinational, donc économie, recherche et développement, interaction culturelle, qualité de vie, environnement, accessibilité, et qui va établir donc 26 critères et 70 indicateurs, et c'est quasiment le classement d'ailleurs d'indices le plus performant en termes de choix d'indicateurs à travers le monde. C'est celui qui a le plus de critères dans les classements, et vous allez voir que tout ça est très à l'avantage du Japon. Alors je vous ai mis ici donc les 6 catégories, les 26 critères et les 70 indicateurs, donc qu'on peut revoir finalement ce qui est évalué dans ces différents classements. Et ce qui est intéressant quand on regarde tout ça, quand on regarde finalement le classement de Tokyo, par exemple, ou le classement des villes japonaises avec ces 70 critères, donc c'est un indice, hein, c'est un indice qui classe 48 villes à travers le monde. Donc Londres est premier, New York est deuxième, mais Tokyo est en 3e position. Et Tokyo d'ailleurs a même gagné des places puisque Tokyo était jusqu'en 2016 en 4e position, et à partir de 2016, Tokyo a détrôné Paris. Paris a glissé en 4e position avec ce type d'indicateur. Et on peut voir également les autres villes de l'Indo-Pacifique présentes dans ce classement de 48 villes mondiales. Donc on voit que Singapour est en 5e position, Séoul est très performant, Hong Kong est la première ville chinoise entre parenthèses, on voit que Shanghai est extrêmement présent, et on voit également apparaître des villes comme Osaka et Fukuoka,
Alors, c'est un petit peu trompeur, puisque Osaka était en 15e position en 2011. Maintenant, Osaka a glissé en 33e position. Et Fukuoka était en 28e position en 2011 et a glissé à la 43e position. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas que Tokyo dans ce type de classement et d'indice. On voit apparaître quand même d'autres villes japonaises, ce qui est en soi est plutôt une bonne nouvelle. Alors, dans ce type d'indice, Tokyo est bon quasiment partout et très performant quasiment sur toutes les catégories, hormis ce qui est l'environnement de travail lié à la flexibilité de l'emploi, à la liberté sociale ou aux égalités hommes-femmes. Donc, qui connaît un petit peu le Japon sait très bien que l'égalité hommes-femmes reste encore un problème et là-dessus, la ville de Tokyo est assez mal notée. Les villes d'Osaka et Fukuoka font très bien, notamment sur la qualité de vie, sur on va dire l'économique, font bien sur l'accessibilité, par contre sont assez mauvais sur le critère de recherche et développement et d'interaction culturelle. Donc ce sont des critères qu'il faudrait améliorer pour ces villes si ces villes voulaient donc progresser dans ce type de classement. On remarque également que Singapour, Séoul, Hong Kong, Sydney sont des villes qui se maintiennent donc à un bon niveau depuis 10 ans. On voit que les villes chinoises progressent. Shanghai était 23e en 2011. Shanghai aujourd'hui est en 10e position. Idem pour Pékin. Pékin progresse. Et on peut constater que même si Osaka et Fukuoka ont baissé dans ce classement, on remarque que des villes comme Bangkok, Taipei, Kuala Lumpur, Jakarta, Mumbai sont des villes qui ont également baissé, ont régressé dans ces classements. Donc on peut voir que petit à petit, ces villes également situées en Indo-Pacifique sont en train d'être remplacées progressivement par les villes chinoises. Voici ces mêmes critères donc avec les classements. On peut voir que sur le plan économique, Tokyo est en 4e position et qu'elle devance un tout petit peu Singapour. Sur la recherche et le développement, Tokyo est en 3e position. Sur les interactions culturelles, Tokyo est en 4e position. Sur des questions de qualité de vie, Tokyo est en 12e position. En revanche, sur les questions environnementales, Tokyo là est en 18e position. Alors, qu'est-ce qui explique que Tokyo soit plutôt mal classé par rapport aux autres critères en ce qui concerne l'environnement? On lui reproche peut-être un engagement en faveur de l'action climatique qui n'est pas suffisant. On reproche à Tokyo de ne pas faire assez en termes d'énergie renouvelable. On reproche également donc à Tokyo d'être invivable, soit l'hiver à cause des vagues de froid, ou soit l'été à cause des vagues de chaud. Enfin, on constate depuis des années qu'il y a quand même des vagues de chaleur assez importantes donc à Tokyo. Donc pour plein de raisons, le manque d'espace vert, peut-être la qualité de l'eau assez moyenne. On remarque que sur ce type de critères, Tokyo fait moins bien. L'accessibilité, Tokyo est en 7e position, va bien. Alors ce qu'on remarque ici, c'est encore une fois, on ne voit quasiment que Tokyo dans les premières places, mais si on regarde le tableau de droite, on voit quand même apparaître une ville comme Osaka ou Fukuoka qui sont quand même classées dans ces 48 villes. On voit donc quels sont les résultats donc, de ces villes. Autre type de classement, c'est le classement qui calcule la valeur, donc le branding en fait des villes. Donc là, c'est le classement 2020 qui est intéressant. Et on peut voir qu'il est possible de calculer et d'estimer finalement la valeur financière d'une ville comme on peut le faire avec une marque. Et c'est intéressant puisque quand on calcule le branding, donc l'image de marque, la valeur d'une ville, ça permet de voir quel est son potentiel de développement futur, si elle est capable et si elle sera capable d'attirer des flux de capitaux, d'être au cœur des flux d'informations, des flux de biens, d'attirer des talents. Tout simplement. Et ce qui est intéressant dans ce classement, c'est qu'on voit que Tokyo a dépassé Londres, ce qui est assez rare, hein, puisque dans tous les classements qu'on a vus jusqu'à présent, Londres était au-dessus de Tokyo. Alors en termes d'image, en termes de branding, Tokyo, alors de très peu, mais est au-dessus de Londres ou de Paris ou même de Sydney. Et donc ça c'est intéressant. On peut voir que en termes de branding, la seule ville chinoise qu'on retrouve dans ce classement, c'est Hong Kong.
Et si on regarde à l'échelle de la région, donc, puisque c'est un classement qui regroupe, je crois, j'ai un doute, je crois 500 villes, les villes asiatiques sont en deuxième position derrière les villes européennes, donc il y a 155 villes qui sont classées dans ce classement. Et il y en a 27 uniquement au Japon. Regardez par exemple le tableau d'en bas. On voit que ce sont les États-Unis qui ont la valeur des villes les plus importantes, donc ils ont 65 villes dans ce classement, la Chine qui monte progressivement dans ce classement, mais le Japon se maintient en troisième position. Alors, il est certes dans ce classement derrière la Chine, mais se maintient bien, et est très supérieur pour l'instant encore à ce que fait notamment l'Inde. Autre type de classement, alors c'est un classement lui qui est intéressant aussi et qui va prendre de plus en plus d'importance quand il va falloir mesurer donc les villes à travers le monde, donc c'est les villes dont on parle à travers le monde, donc c'est aussi une forme de branding, aussi une forme de valeur des villes, donc c'est un classement qui est fait par une société de communication basée à Londres, ING Media, et qui classe donc les 250 villes dont on parle le plus à travers le monde, mais le classement est fait sur 751 villes et qui va mesurer donc le nombre de mentions qui sont faites en ligne à travers les médias sociaux ou à travers les blogs, les forums sur des questions culturelles, technologiques, brassage des affaires, qualité de vie, les talents, etc. Alors le premier graphique est intéressant puisqu'on voit que New York, Londres, Paris, Tokyo sont extrêmement présents dans les 4 premières places. Alors c'est intéressant de voir que Tokyo fait très bien avec Instagram, en 7e position, et numéro 1 en termes de mentions sur Twitter, glisse en 3e position sur les forums et en 4e position sur les blogs. J'ai regardé un peu les chiffres, par exemple, Tokyo est en 17e position en termes de mentions sur Facebook, mais ça s'explique par le fait que Facebook est beaucoup moins utilisé au Japon qu'il ne l'est dans le reste du monde. Les Japonais préfèrent utiliser Line, Mixi, Mobage ou Gui, préfèrent utiliser d'autres types de plateformes. Donc ça dessert un petit peu Tokyo et ça dessert un petit peu les villes japonaises. Et Tokyo est d'ailleurs la ville dans le monde où on trouve le plus de mentions en langue non anglaise. Donc Tokyo est extrêmement présent. Et sur le graphique d'en bas, c'est un graphique donc qui concentre les conversations autour de la culture. On peut voir donc Tokyo est numéro 1 et Osaka est numéro 2. Donc on peut voir par exemple que les mentions qui sont faites de Tokyo sur les réseaux sociaux concernent à 45% des questions culturelles et Osaka c'est 52%. Vous voyez, seul Séoul bat finalement Osaka sur les mentions, la dimension culturelle dans ce type d'indice. On reste sur ce même indice. Alors le premier graphique en haut nous montre les villes qui génèrent beaucoup plus de mentions dans les médias par rapport à leur classement mondial. On voit que Kyoto est très bonne. Kyoto est une ville qui a énormément de mentions par rapport à son poids économique et démographique à l'échelle de la planète et à l'échelle de la région. Les 57% donc des mentions qui sont faites sur Kyoto sont d'ordre culturel. Et le graphique d'en bas est intéressant aussi. Alors on n'y voit pas de villes japonaises, c'est les villes qui peuvent mieux faire, c'est les villes qui sont en train de monter à travers donc les mentions sur les réseaux sociaux, et on voit qu'il n'y a pas de ville japonaise, mais on voit en revanche des villes comme Guangzhou, ville chinoise, qui est en train de monter, ou le Vietnam, Ho Chi Minh, qui est en train de monter dans ces classements. Si on reste toujours sur ce classement d'indices qui est intéressant, donc des mentions des villes japonaises faites sur les réseaux sociaux, on peut voir que le Japon fait très bien et très performant, puisqu'avec seulement 4 villes, c'est un petit peu moins de 10% des mentions faites sur les 250 villes dans le monde qui sont faites sur des villes japonaises. Donc, en fait, le Japon a un poids sur les réseaux sociaux en termes de mentions qui est plus important que son poids économique réel à l'échelle de la planète. Donc, le Japon fait très très bien sur les réseaux sociaux par rapport à son poids démographique et son poids économique. Dernière carte concernant
donc ce classement. En bleu, vous avez les villes, donc les 250 villes dont on fait mention sur les réseaux sociaux, et vous avez donc les villes invisibles, et donc là on voit bien qu'il y a quand même une corrélation très forte entre le développement économique des pays, des villes, et la visibilité. En l'occurrence, donc les villes africaines sont très peu visibles à cause d'un développement économique balbutiant. Et on peut voir en revanche qu'en Indo-Pacifique et en Asie, puisque c'est comme ça qu'ils l'appellent dans ce classement, Tokyo est la ville la plus importante et la ville dont on parle le plus sur les réseaux sociaux, les blogs et sur l'Internet. Dernier classement qui est intéressant, qui est considéré d'ailleurs souvent comme le meilleur classement, le plus complet quand on veut classer les villes mondiales, donc les meilleures villes du monde. Et donc c'est les 100 villes de plus d'1 million d'habitants qui sont considérées comme les meilleures villes du monde, donc les plus vivables de façon générale. Et là on peut voir que donc Tokyo est en 5e position, alors elle est derrière New York, Londres, Paris et Moscou. Alors c'est intéressant puisque Moscou dans ce classement est en 4e position, il a dépassé Tokyo dernièrement. Et quand on regarde quels sont les critères, on voit que Tokyo est classé en première position en ce qui concerne la qualité du lieu, ce qu'ils appellent a place, en termes de météo, en termes de sécurité, en termes d'absence d'homicide, donc de meurtre, par la qualité de ses parcs, de l'extérieur. Donc c'est un critère qui est intéressant. En termes de programmation, Tokyo, sur ces 100 villes, est en 3e position. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent la programmation? C'est la qualité de la nourriture, c'est l'offre de restauration, c'est la qualité des malls, des shopping malls, c'est la qualité de la vie nocturne. Donc, sur l'ensemble, sur ces 100 villes, Tokyo est en 3e position. Tokyo est également en 3e position en ce qui concerne le critère de prospérité, c'est-à-dire le nombre de sièges sociaux qui sont localisés donc à Tokyo, la qualité, le PIB par habitant, le chômage, on sait qu'il y a peu de chômage au Japon et en particulier à Tokyo notamment en comparaison aux grandes villes de la région asiatique. Tokyo est en 6e position en termes de critères de production. Alors là, ce qu'ils appellent la production, c'est le nombre d'aéroports internationaux, c'est la connectivité avec les villes internationales, le nombre de vols directs avec les grandes villes du monde. C'est également le nombre de musées. D'ailleurs, sur ce critère, c'est intéressant puisque Tokyo se classe en 4e position à l'échelle mondiale en termes de nombre et de qualité des musées. C'est aussi un critère de production qui calcule le nombre d'universités et également le centre et la taille des centres de convention. Et en revanche, Tokyo commence à glisser sur les critères de promotion, c'est-à-dire le nombre d'articles, de références, de recommandations qui sont faites sur Tokyo, notamment sur Facebook, sur Google, sur TripAdvisor, sur Instagram, etc., etc. Et là, on peut comprendre, puisque j'en ai déjà un petit peu parlé, que comme c'est calculé par rapport surtout à Facebook et Google, Facebook n'étant pas le réseau social le plus utilisé, enfin du moins la plateforme la plus utilisée au Japon, et Google étant utilisé, mais étant très concurrencé par Yahoo au Japon, ça explique entre autres pourquoi Tokyo n'est pas très performante sur ce critère. Et surtout, Tokyo a glissé en 5e position à l'échelle internationale à cause du critère People, ce qu'ils appellent People, c'est-à-dire le nombre de résidents nés à l'étranger vivant à Tokyo, le niveau d'instruction de la population vivant à Tokyo, la diversité culturelle et ethnique des habitants de la ville de Tokyo. Donc là, on voit que Tokyo glisse énormément dans ce classement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'Osaka est présent donc, dans ce classement des meilleures villes du monde, en 52e position. Et on peut voir qu'en revanche, elle est beaucoup moins performante, que ce soit sur les critères de lieu, de programmation, de prospérité. Elle fait en revanche très très bien sur la qualité de l'esprit d'entreprise, la qualité et la variété de sa cuisine, comme il en a fait mention par Eric, nous a parlé de Osaka, est considérée comme la capitale culturelle et culinaire du Japon, et ça se retrouve d'ailleurs dans ce classement. Alors, pour terminer, il reste 3 diapositives. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les villes japonaises sont encore compétitives à l'échelle régionale? On sait tous, et ça a été dit d'ailleurs par Eric, que les villes et les centres urbains se vident, que le Japon connaît une sorte de déclin urbain.
qu'il y a quand même maintenant des villes rurales ou des villes moyennes où l'accès aux services de base devient difficile, où il y a une multitude de logements vacants, où la charge des collectivités locales est très importante, hein, puisqu'on estime qu'il y a 7 millions de Japonais aujourd'hui qui vivent dans un désert de services. Hein, donc ces millions de Japonais n'ont plus vraiment accès à des services de base. Donc on voit bien que ces villes sont en train de régresser, que certaines villes vont peut-être disparaître et qu'il va être bien difficile à l'échelle internationale, à l'échelle régionale, de faire en sorte qu'un certain nombre de villes se maintiennent dans ces classements internationaux. Néanmoins, la Covid-19 est peut-être une chance, d'une certaine façon, pour les villes japonaises pour pouvoir éventuellement se maintenir dans ces classements internationaux et régionaux. Alors, je ne parle pas de Tokyo, je parle bien sûr des villes secondaires. Quelles sont les chances et quelles sont peut-être les trajectoires possibles pour les villes du Japon? C'est qu'on se rend compte que la Covid-19 remet en cause la concentration et l'idéologie urbaine et métropolitaine des villes. Et à ce titre, il est vrai que même si les villes japonaises sont en train de se vider, d'une certaine façon, elles restent des villes extrêmement vivables et agréables. Donc peut-être que d'une certaine façon, les villes japonaises vont peut-être malgré tout se maintenir, puisqu'elles sont d'une certaine façon plutôt agréables en termes de qualité de vie. Ensuite, la Covid-19 a montré qu'il y avait une pression budgétaire considérable aujourd'hui et des dettes considérables sur les villes japonaises. Là, en revanche, on peut se dire que d'une certaine façon, les villes japonaises qui sont hyper endettées auront bien du mal finalement à exister dans les classements internationaux, puisqu'il faudra bel et bien faire face à ce fardeau de la dette des villes japonaises, mais pas uniquement des villes, y compris la dette nationale qui est considérable au Japon, nous le savons tous. Ensuite, on se rend compte que le Covid-19 a fait apparaître ce qu'on appelle le nationalisme économique et a fait en sorte que la coopération internationale s'est un petit peu arrêtée quand même durant cette pandémie d'une certaine façon, et ça a plutôt été à l'avantage d'ailleurs des villes japonaises, puisqu'on s'est rendu compte que les villes japonaises étaient quand même beaucoup moins connectées que certaines autres villes en Indo-Pacifique, et donc tout ça a contribué au fait que la Covid se déplace un petit peu, ou circule un petit peu moins au Japon, du moins jusqu'à cet été, d'une certaine façon, mais tout ça va jouer sans doute en défaveur, cette déconnexion quand même va jouer en défaveur des villes japonaises, puisqu'on sait bien que ce sont bien les flux internationaux de biens, d'idées, de personnes qui font une ville mondiale, et là-dessus, a priori, les villes japonaises devraient régresser dans les différents classements. En revanche, les villes japonaises pourraient se maintenir encore dans les classements internationaux sur certains critères, qui sont les critères d'inégalité socio-économique ou de chômage, c'est-à-dire que les inégalités socio-économiques existent bien sûr dans les villes japonaises, mais elles sont notamment à l'échelle régionale beaucoup moins marquées qu'en Chine ou dans d'autres pays de la région. Et ensuite, la Covid-19 a remis en cause aussi la pression sur l'environnement et l'empreinte urbaine, donc des villes, et en particulier des villes japonaises, mais on constate que les villes japonaises font de gros efforts dans ce domaine. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que les classements qu'on a regardés et qui sont basés essentiellement sur des performances économiques ou sur la connectivité des villes à l'échelle régionale ou mondiale sont très défavorables aux villes japonaises, sauf pour Tokyo. En revanche, dès qu'on introduit d'autres critères, d'autres indices, ce que j'ai appelé, moi, des classements multidimensionnels basés sur la qualité de vie, l'art de vivre, l'image de marque, la prospérité économique et la sécurité, en revanche, on voit apparaître un certain nombre de villes japonaises comme Osaka, Nagoya, Fukuoka, d'autres, et donc ces classements multidimensionnels commencent à être favorables au Japon. En d'autres termes, ça veut dire que plus on travaille sur des critères, sur des classements qui ont une multitude de critères, plus cela est à l'avantage du Japon et des villes japonaises. Mais n'en demeure pas moins que le Japon a un énorme problème, les villes japonaises ont un énorme problème, c'est l'omnipotence de Tokyo, qui fait que Tokyo est très présent dans les classements internationaux, toujours dans les 5 premiers de façon générale, mais ça empêche finalement l'émergence d'autres villes dans ces classements internationaux. Et donc pour répondre à la question qui était de départ, je rappelle le titre de la conférence, hiérarchie et classification des villes japonaises,
quelle place des villes japonaises dans l'Indo-Pacifique, on se rend compte aujourd'hui que Tokyo est extrêmement présente pour toutes les raisons qui ont été citées, à la fois historiques et de critères, mais qu'il est très difficile aujourd'hui pour des villes secondaires ou même tertiaires de se hisser dans ces classements et de lutter finalement et être présent dans ces classements internationaux. Voilà. Je vous remercie pour cette présentation. Et ce qui était très, très intéressant, très enrichissante. Et puis, avant votre présentation sur les classements permettait de bien comprendre comment avait évolué l'urbanisation japonaise et aujourd'hui l'omniprésence de Tokyo dans le paysage. Donc, j'invite les participants à mettre leurs questions sur le chat. Moi, je vais commencer par une question, peut-être une question un peu bête, mais en même temps, je pense, c'est évident. Vous avez montré au début comment Osaka, Nagoya et Tokyo avaient grossi ensemble pour être très rapidement des villes importantes et finalement, à la sortie de la guerre, devenir toutes les trois des grandes métropoles mondiales d'un point de vue au minimum du nombre d'habitants. Et je pense à Osaka, dont l'agglomération avoisine les 20 millions d'habitants. Comment on peut expliquer à ce moment-là que cette ville de 20 millions d'habitants d'un pays riche avec quand même un certain nombre de qualités économiques soit classée au même rang que Brisbane ou dans les alpha, bêta, gamma, ou même, je pense que c'est en dessous d'une ville comme Vienne, par exemple, en Autriche, qui a seulement 2 millions d'habitants, et pour se retrouver finalement au niveau de Bucarest, Budapest, dans ces classements, qu'est-ce qui fait qu'Osaka arrive à ce niveau-là et n'est pas du tout classé au-dessus? Quelle est la nature de ce bas classement? Il aurait fallu regarder un petit peu le contenu des critères. Alors, j'avoue que je n'ai pas développé parce que sinon, c'est beaucoup trop long en termes de critères. Mais effectivement, les critères qui sont, encore une fois, on en fait partie. Donc, on parle donc du classement qui fait le lien entre mondialisation et ville mondiale. Encore une fois, il y a beaucoup de critères. Hein. Je vais pas les regarder, mais par exemple des critères d'université qui soient internationales, l'accueil d'étudiants internationaux, la façon d'attirer ce qu'ils appellent des talents internationaux, etc., dessert énormément des villes japonaises, notamment par rapport à des villes secondaires australiennes. On sait que les Australiens, notamment sur le plan universitaire, sur le plan de la recherche, sont très forts. Ils ont la capacité donc d'attirer quand même des populations d'étudiants très importantes. C'est pas le cas d'Osaka, c'est pas le cas de Nagoya. Donc voilà, ne serait-ce qu'un critère qui fait dégringoler de façon incroyable en fait des villes comme Nagoya ou Osaka. Mais il faudrait regarder dans le détail chaque critère, il y en a beaucoup, et on remarque, ne serait-ce que sur la vie universitaire, un sujet qu'on connaît plutôt bien avec Eric, des villes comme Osaka et Nagoya ne sont pas dans les classements internationaux de ce côté-là. Merci. Sur le plan donc de la compétition entre les villes au Japon, donc on a bien compris l'importance de ce trio des trois capitales. Je me souviens bien que dans les années 90, il y avait toute une série d'articles au Japon qui parlaient de la compétition entre Osaka et Tokyo. Les deux villes étaient encore de même rang à ce moment-là. Il y avait même une politique de déconcentration assez forte jusqu'à une tentative de déménagement des centres de commandement gouvernementaux de Tokyo dans d'autres villes et notamment en dehors de Tokyo. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi la fin des années 90 finalement marque la fin totale de cette compétition entre Tokyo et Osaka? Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que Tokyo est devenue aujourd'hui si prépondérante à la fois au Japon mais aussi en Asie? Et peut-être vous avez fait plusieurs fois référence à une certaine proximité avec le cas de Londres, donc cette forte présence de Londres dans le paysage de Grande-Bretagne et du Royaume-Uni. En fait, on a tout à fait la même chose en France avec Paris, hein, qui, à l'instar de Londres, n'a pas laissé d'autres villes exister. Est-ce qu'on peut dire que le Japon a suivi la même dynamique ou alors est-ce qu'il y a eu d'autres éléments auxquels il faudrait penser? Alors, Eric, vas-y. Ouais. Ben, c'est intéressant quand vous faites mention de ce phénomène de tentative de délocalisation de plusieurs services gouvernementaux à l'extérieur de Tokyo. Il y a eu des efforts constants qui ont été faits pour amener le gouvernement japonais à tenter de délocaliser certains ministères, certains services.
déplacer la capitale et ainsi de suite. Et il y a eu des grands projets qui ont été mis en place, mais ces projets-là ont tous échoué. Et comme vous l'avez dit, à partir des années 90, on a arrêté d'en parler pour des raisons économiques, la récession économique, les 2 grandes décennies perdues. Il y avait d'autres priorités. Il y a aussi le fait qu'à Tokyo, sous le maire Ishihara, je ne me trompe pas, c'est bien lui, il y a eu une tentative de transformer de Tokyo, de la rendre beaucoup plus belle, de la rendre beaucoup plus attractive. Il y avait aussi le fait que, pas attractive, attirante, pardon, l'anglicisme, et il y a eu, par exemple, la construction du siège du gouvernement métropolitain et ainsi de suite. Il y a eu une modernisation aussi, toute la rénovation de la gare de Tokyo et tout du milieu autour, du secteur autour de la gare de Tokyo qui a, on pourrait dire, différencié la ville de Tokyo des autres villes. Et Osaka est demeurée une ville, même les Japonais le reconnaissent, une ville qui est purement commerciale, industrielle et pas très belle, pas très intéressante, où on disait aux touristes, vous pouvez la contourner puis aller directement à Kyoto. Alors que les touristes affluaient encore et le font encore vers Tokyo. Moi, je pense que pour des raisons, et aussi la question de la connexion à la mondialisation qui joue un rôle important. C'est à partir, le Japon s'est connecté à la mondialisation à partir de Tokyo. Et ça l'a affaibli les autres villes autour. Et aujourd'hui, quand on voit Fukuoka dans certains classements, ça vient du fait qu'il y a une volonté à Fukuoka, par exemple, de s'ouvrir sur le monde et de développer des programmes qui vont attirer des investissements étrangers, qui vont attirer même des investisseurs, des personnes, venir à Fukuoka pour lancer de nouvelles entreprises et ainsi de suite. Et donc, il y a une volonté de se démarquer et de faire profiter des attraits de la ville. Quand même, Fukuoka, c'est une très belle ville. Mais alors qu'Osaka a toujours eu beaucoup plus de difficultés, juste par rapport au grand aéroport de Kansai, qui, en principe, aurait dû être la porte d'entrée pour Osaka comme Narita l'a été bien avant. Mais cet aéroport-là a vu le jour beaucoup, beaucoup plus tard que Narita. Hein. Et donc, il y a eu tout un ensemble de politiques qui ont fait en sorte que Tokyo a peut-être réussi sa connexion à la mondialisation, alors que Nagoya, qui est phénoménal, c'est un centre industriel très, très important. Au niveau de l'automobile, c'est stratégique, mais Nagoya, c'est connecté par le biais des flux investissements, des flux de production, des chaînes de valeur à d'autres régions de l'Asie et ainsi de suite, mais ça n'a pas, comment on pourrait dire ça, n'a pas été fait sur dans plusieurs domaines, alors que Tokyo, lui, était capable d'asseoir sa domination, tant au niveau universitaire, la recherche, la finance et ainsi de suite. Il y a eu une réussite à Tokyo qui ne s'est pas reproduite ailleurs. Merci pour cette réponse. Je vais peut-être notamment prendre la question de Valentin MT sur le chat. Donc, les États-Unis ont-ils accentué ce phénomène d'exclusivité de Tokyo dans la période de sortie de guerre et de sa nouvelle insertion dans la mondialisation? Ça rebondit un petit peu sur ce que vous venez de dire. Je ne suis pas certain. À la sortie de la guerre, c'est sûr que bon, pendant l'occupation du Japon par les Américains, Tokyo était, cette occupation-là se faisait à partir de Tokyo directement. Tokyo était toujours, était le centre, le cœur de l'occupation américaine. Et donc, ça l'a peut-être ouvert ou donné un intérêt plus grand pour Tokyo. Mais même ça, même avant la fin de la guerre, Tokyo était considéré déjà comme la grande capitale du Japon et le cœur du pouvoir politique, le cœur du pouvoir économique.
L'effet des Américains, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire si l'occupation américaine a vraiment transformé ou augmenté le poids de Tokyo par rapport aux autres villes. Mais dans tous les cas, si on saute à la mondialisation, à partir de la fin de la guerre froide, on voit que Tokyo réussit beaucoup mieux à saisir les opportunités offertes par la mondialisation que d'autres villes comme Osaka ou Hiroshima et ainsi de suite. Merci de cette réponse. Et pour là aussi relancer cette question, c'est finalement, on a parlé de l'intégration économique dans la mondialisation de ces différentes villes. On a vu quelle était l'importance de la centralisation du pouvoir historiquement et finalement de la centralisation à Tokyo des activités économiques. Est-ce qu'on peut dire que dans tout ça, malgré le faible poids des édiles et des municipalités dans la politique japonaise, on pourrait voir dans l'intervention de certains gouverneurs de Tokyo, et vous avez parlé de Ashihara, mais il y a aussi, je pense tout à fait à Shintaro, qui était gouverneur dans les années 2000, au début des années 2000 et jusqu'à 2012. Donc, est-ce que ce type de personnage qui était un opposant au déclin du Japon, un grand opposant à la Chine, et qui l'est toujours, qui était un personnage médiatique qui venait plutôt d'ailleurs du cinéma ou du roman, je ne me rappelle plus d'où il sortait exactement, qui avait lancé les candidatures de Tokyo pour les Jeux Olympiques. Voilà. Est-ce que ce type d'individu, de gouverneur de Tokyo, a eu une influence importante dans la renaissance de Tokyo par rapport à Osaka, qui était malgré tout plongé dans une compétition politique interne assez compliquée. Il faut rappeler que Osaka a un parti politique singulier qui ne fait pas partie du système politique japonais national. C'est assez compliqué. Oui. Vous avez terminé? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. OK, pardon. Je pensais que la ligne s'était coupée. Oui, je pense qu'il y a beaucoup, ça tourne autour de ce grand personnage qui a quand même décidé de faire de Tokyo cette grande ville globale. Il a voulu transformer Tokyo. Il y avait des opinions politiques très radicales quelquefois, mais ça reste que il a voulu faire de Tokyo cette grande capitale qui ferait en sorte que le Japon pourrait devenir à nouveau cette grande puissance dans le monde qui pourrait influencer le cours de l'histoire. Et ça, c'est un lien très important. Et c'est rare qu'au Japon, au niveau municipal, qu'on va voir. Là, je ne suis pas un spécialiste de la politique municipale japonaise, mais ça reste que c'est assez rare au Japon qu'on va voir émerger des personnages comme lui. Il y a dans l'administration municipale au Japon une routine très forte où les maires, les conseillers sont extrêmement bien payés. Ils n'ont pas vraiment d'intérêt à modifier beaucoup les choses. Souvent, ces maires-là ils sont en train de gérer un déclin. Ils gèrent souvent le déclin de leur municipalité. Ils gèrent le déclin de leur ville ou la stagnation de leur ville. Et ils sont assez défaitistes à ce niveau-là. Je me souviens d'un cas, ça fait assez longtemps, ça fait quelques années, peut-être 5-6 ans. Il y avait un professeur américain qui enseignait à l'université de Kagoshima, dans le Kyushu, et lui, il s'était dit, il avait découvert que dans un petit village près de Kagoshima, il y avait plein de maisons à vendre pour un prix ridiculement bas. Et il avait acheté une maison, il avait établi sa famille là, et il avait l'accès à la ville de Kagoshima, à l'université était facile. Et il avait suggéré au maire de la ville peut-être de faire une certaine promotion, d'amener les jeunes familles qui sont peut-être pas capables de se payer un logement, une maison à Kagoshima, d'aller s'établir dans ce petit village-là. Et le maire a tout simplement refusé. Il dit non, éventuellement, notre village va tout simplement s'éteindre. Et donc, il y a cet élément aussi très fort qu'on voit.
mais qui est principalement dans les villes des petites villes et les villes de moyenne taille. Et là, quand on tombe à Sapporo, au Sendai ou à Osaka, et ainsi de suite, si on se retrouve avec des politiciens, des maires, des conseillers qui ont une vision très progressiste de la chose, mais les choses peuvent changer. Ça, Tokyo, ici, est assez exceptionnel. Merci pour cette réponse. Je vais prendre la question de Léo, puis ensuite il y aura une question de Suzanne Perrard et on va s'arrêter là parce que je vois le temps file. Donc la question de Léo, c'est la notion de Jōhō Sakoku est-elle pertinente pour illustrer l'idée d'une connectivité internationale défaillante des villes japonaises? Ouais, c'est c'est intéressant. C'est que ça reste déterminant, selon moi. C'est-à-dire que quand on regarde le Japon d'Edo qui se développe, qui se développe de l'intérieur avec très peu de contact avec l'étranger, seulement par Nagasaki, cette tendance-là à penser le Japon par rapport au Japon est demeurée. Et même quand on a voulu internationaliser le Japon dans les années 80, c'était les 70-80, c'était le mot à la mode. Très souvent, c'est cette internationalisation-là se faisait, c'est difficile à dire, de façon centrée sur les intérêts des villes japonaises comme telles. Souvent, cette ouverture sur le monde se faisait plus sur la forme que sur le fond. Et donc, cette tendance-là au Japon à être bien tranquille chez eux et à moins se préoccuper du reste du monde. On voit moins ça à Tokyo, mais on voit même ça aussi en général dans la population japonaise où il y a même un déclin un peu de l'intérêt chez les jeunes Japonais pour le monde étranger. Mais par contre, aujourd'hui, le Japon avant la pandémie, le Japon recevait a passé de quelques millions de touristes par année à près de 30 millions par année. Et si on n'avait pas eu la pandémie, il y aurait eu aux Jeux olympiques peut-être 40, à l'été dernier, avec les Jeux olympiques, probablement 40 millions de touristes. C'est quand même fabuleux, il y a quand même cette ouverture vers aux touristes qui est phénoménale. Et ça, en fin de compte, ça va être une donnée importante. Des villes qui vont être capables de profiter de cette manne touristique-là vont pouvoir très souvent sortir de leur léthargie. Et des villes comme Kyoto et Tokyo, ils n'ont pas beaucoup de problèmes là-dessus. Mais c'est d'autres villes, Sapporo, c'est Hiroshima, c'est Kagoshima, c'est Fukuoka. C'est de profiter de cette manne de touristes. Souvent, des touristes qui viennent principalement de l'Asie, de la Chine, de la Corée et de l'Asie du Sud-Est. Merci. Et donc la question de la remarque et question de Suzanne Perrard. Donc Suzanne Perrard écrit: merci beaucoup pour cette présentation qui fait réfléchir sur la représentation des villes et les jeux d'échelle urbaine. Concernant les classements internationaux, je me demandais comment pondérer les résultats de ces classements qui mettent parfois en parallèle des villes comme Osaka avec d'autres villes comme Singapour qui sont presque des cités-États. Aussi, pour vous, quel type de données permettent de produire un classement pertinent? Quel type de sources sont intéressantes? Comment j'imagine que la question, c'est que faire des sources? Les données de certains pays n'ayant pas la même transparence que d'autres. Et on imagine effectivement pour la Chine, notamment, les problématiques de collecte des sources. Ou alors, dans ce commentaire, Madame Perrard, il y a une multitude de questions et de sous-questions. Donc, je vais essayer d'y répondre de façon assez synthétique. Oui, alors c'est vrai que quand on regarde tous ces classements, bien évidemment, il faut prendre le temps de regarder la méthodologie, d'où viennent les sources, etc. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé au début, c'est-à-dire en partant de villes, d'agglomération, de métropole. Alors déjà, c'est une question de base, mais dès qu'on s'y intéresse, on voit déjà qu'il y a un problème en ce qui concerne donc ne serait-ce que le choix de la zone urbaine qui est évaluée. Ensuite, quand on regarde donc
les classements, on découvre parfois que les classements sont issus de perceptions. C'est pas forcément des données chiffrées, c'est pas forcément des données nationales que l'on récupère, c'est parfois des perceptions. Il y a des classements qui vont contacter, par exemple, les 100 multinationales qui sont implantées dans telle ville et demander à une partie de leur personnel de donner leur ressenti, leur perception par rapport à différents critères. Alors là, d'un seul coup, quand on arrive dans des critères qui prennent en compte les perceptions, les représentations des gens, et les gens qui vivent dans ces territoires ou qui sont extérieurs à ces territoires, bien évidemment, là, on peut commencer quand même à s'interroger sur la qualité quand même des sources qui font ces classements. Donc, voilà pour la première chose. Ensuite, effectivement, comparé aux ACA avec Singapour, ben oui, effectivement, Singapour n'est pas presque une ville d'État, c'est une ville d'État. Et donc, comme Singapour est une ville d'État, Singapour va maîtriser la totalité de ses politiques, la totalité de son foncier, la totalité des décisions qui sont prises pour justement faire en sorte que la ville soit plus vivable et qu'elle lui permette d'être plus performant sur le plan économique et d'être performant sur un certain nombre de critères qui vont lui permettre donc de monter dans ces différents classements. Osaka ne maîtrise pas la totalité, bien sûr, des paramètres et donc aura peut-être plus de difficultés à monter. Donc, il y a joué sur différents critères qui lui permettront donc de monter dans les différents classements et de devenir donc une ville extrêmement concurrentielle par rapport à d'autres, notamment en Asie Pacifique. Cela dit, tout n'est pas perdu pour les villes japonaises, puisque ce que disent plus ou moins les rapports et ce que l'on comprend finalement de ce monde, on va dire post-pandémique, une fois qu'on y sera sorti, c'est-à-dire que d'autres critères vont intervenir et vont prendre de plus en plus de poids, donc une pondération plus importante dans ces différents classements. Par exemple, des villes qui vont mettre en place et créer une sorte de valeur urbaine, c'est-à-dire des villes qui vont faire en sorte de mettre en place des valeurs publiques ou des valeurs centrées sur le bien commun, donc le bien-être, vont monter dans ces différents classements. Et de ce point de vue-là, le Japon est plutôt bien représenté et pourrait faire mieux, d'ailleurs faire beaucoup mieux. Bien sûr, des critères de connectivité entre les villes vont être de plus en plus importants dans ce type de critères. Des critères de transformation de l'espace urbain, notamment par rapport à l'environnement vécu, durable, vont être importants. Bien sûr, des critères d'entrepreneuriat et d'innovation vont être de plus en plus importants dans ce type de critères, dans ce type de classement. Alors, si le Japon arrive à mettre de l'avant son entrepreneuriat et son innovation, on sait que le Japon a été extrêmement innovant à une période de son histoire récente, elle l'est un petit peu moins aujourd'hui, mais si les villes secondaires comme Osaka, Nagoya, Fukuoka, je ne sais pas, ou d'autres, mettaient le paquet sur l'innovation, elles pourraient remonter assez facilement dans ces classements. Et quelque chose qui a été, de mon point de vue, négligé jusqu'à maintenant par le Japon, hormis peut-être par Tokyo, c'est bien sûr, il faut que ces villes secondaires investissent dans des pôles universitaires importants, notamment des pôles universitaires médicaux, qui permettront aussi à ces villes de grimper dans ces classements. Merci pour cette réponse et merci donc Éric Mottet et Éric Boulanger d'avoir accepté de participer à ce dernier webinaire de notre année universitaire concernant les villes olympiques et les villes olympiques, les villes globales et les Jeux olympiques. C'était encore une fois très intéressant d'avoir vos deux points de vue et notamment cet apport lié à ces classements internationaux des villes qui prennent de plus en plus de place dans les politiques publiques. J'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir continuer cette discussion. Comme je l'indiquais, donc c'était le dernier webinaire pour cette année. Nous reprendrons l'an prochain en septembre par un webinaire qui n'est pas encore fixé et le 12 octobre par un webinaire avec William Gasparini et Michel Kobel, deux professeurs de l'Université de Strasbourg, qui viendront nous parler de la candidature de Rome aux Jeux Olympiques de 2024, une sociologie d'un retrait annoncé et les Jeux Olympiques, vecteurs de diplomatie européenne, sociologie d'une construction européenne. On a donc un sujet important autour des Jeux Olympiques à Rome et de la place de Rome dans l'olympisme en Europe. Je vous remercie encore une fois d'avoir été présent et je vous souhaite une bonne journée au Canada pour une fin de journée à Paris. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.